là, il a eu des problèmes. Parce qu'il était, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, il était lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte, c'est-à-dire quelqu'un qui attire le regard des autres sur les contradictions dans les recherches, sur les difficultés, sur les absurdités aussi. Alors, ça lui a coûté un peu sa carrière, mais bon. Il écrit des livres et nous sommes très contents. Moi, en tout cas, j'étais ravie de pouvoir lire ce livre qui s'appelle donc L'alimentation durable, avec ce sous-titre Pour la santé de l'homme et de la planète. Il y a des informations contradictoires que nos publicitaires, finalement avec le consentement des politiques, qui nous disent, qui nous bombardent d'informations comme manger des fruits et des légumes 5 par jour au moins, et en même temps, il y a des informations sur les pesticides qui sont sur ces légumes. Et donc, le consommateur, il est un peu déboussolé et il ne sait pas trop à quel sein se nouer. Et penser même ce qu'on mange, c'est très important. Parce que, Christian Remézy met l'accent sur le rôle du consommateur. Le consommateur, si vous êtes là, c'est que vous voulez savoir comment vous nourrir et en même temps ne pas faire du mal à la planète. Donc là, il y a des solutions et il dit ce qu'on peut faire, ce que chacun peut faire pour résoudre cette contradiction, cette aporie. Moi, je voulais vous demander déjà d'expliquer ce terme de l'alimentation durable. Commencez par là, par exemple. Donc, développement et durable, c'est un peu l'oxymore. Hein. Par contre, alimentation durable, on peut comprendre que ça a un sens. Ça a un sens parce que ça veut dire qu'on a trouvé le mode alimentaire qui nous convient et qui convient à la planète, qui convient au maintien du tissu rural, qui convient au maintien de l'écologie. Donc, autant développement durable, c'est un peu ambigu, autant alimentation durable, c'est-à-dire après tant d'années de tâtonnement, il serait temps que l'homme développe un consensus sur ce sujet. Voilà. Curieusement, on ne s'est pas posé la question sur comment assurer une transition alimentaire réussie. Certes, il faut réussir notre transition énergétique, mais je ne vois pas pourquoi il ne faudrait pas réussir notre transition alimentaire. C'est-à-dire, on est passé d'un mode traditionnel, d'accord, le mode de vie a changé, tout a changé. Il était prévisible que les modes alimentaires changent aussi. Et maintenant, il faut se reprendre et savoir ce qu'on doit garder, ce qu'on doit éliminer, vers où il faut s'orienter. Autrefois, une famille ouvrière arrivait à consacrer plus de 50% du revenu pour se nourrir. Maintenant, c'est 15% environ. Hein. C'est l'histoire de l'espérance de vie. Mais pourquoi donc s'inquiéter de notre alimentation, puisque l'espérance de vie n'a jamais été aussi importante? On entend ces arguments. Et il faut effectivement les écouter et y répondre. Alors, est-ce que la mariée est aussi belle qu'on veut bien le faire croire? Évidemment que non, parce que la longévité en bonne santé n'est pas bonne. C'est-à-dire que les gens vieillissent, mais avec des béquilles. Donc c'est un drame pour notre sécurité sociale. Mais il est évident que ce n'est pas impunément que l'on consomme des aliments déséquilibrés. À l'échelon d'une vie, ça va avoir des impacts sur notre organisme. On est exposé, en particulier les fœtus, trop précocement à beaucoup trop de pesticides, de perturbateurs endocriniens, donc ils peuvent effectivement influencer notre devenir. Donc on a un problème, c'est-à-dire
on applique des méthodes d'un capitalisme sauvage à l'agriculture, alors qu'il nous faut des hommes dans la nature, dans la campagne, pour assurer cette pérennité des activités agricoles. L'agriculture est devenue assujettie, c'est-à-dire qu'il y a un lobby agro-industriel qui utilise l'agriculture. En amont et en aval. Pour que ce système agro-industriel fonctionne, il fallait manipuler le mangeur humain, en faire un consommateur. C'est-à-dire quelqu'un qui va acheter des produits industriels, qui va perdre toute autonomie. Il y a eu une prolifération anarchique des produits transformés, ce qu'on appelle des produits industriels, sans aucune règle de densité nutritionnelle, de qualité nutritionnelle. On peut mettre sur le marché le plus nul des aliments et des boissons sans problème. Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, l'industrie, on lui a donné, elle pouvait faire ce qu'elle voulait pourvu qu'elle ne nous empoisonne pas du jour au lendemain. Et il se crée justement une alimentation à deux vitesses. C'est ceux qui sont les plus démunis, ceux qui sont les moins éclairés, qui finalement vont être les victimes du système. Sans parler des cantines et des maisons de retraite, etc., où on fait absolument manger n'importe quoi. Oui, voilà. Et donc, c'est ça qui est révoltant. On voit bien qu'on a un système alimentaire qui est peu durable. Il est peu durable, donc, Britt nous parlait des deux chiffres de la malnutrition, plus d'1 milliard d'hommes. Actuellement, il y a plus de personnes en surcharge pondérale que de personnes qui souffrent de la faim. Donc c'est quand même, là, c'est assez spectaculaire. On va dire qu'il y a plutôt 800 000 personnes, c'est un peu diminué, 800 000 humains qui souffrent de la faim, alors que les personnes en surcharge pondérale seraient plutôt 1,5 milliard, pas 800 000, 800 millions. Hein. Alors que les personnes en surcharge pondérale seraient plutôt 1,5 milliard. Et purement obèses, plutôt vers les 500 millions. Donc, il faut essayer de résoudre, je veux dire, la totalité des problèmes. Les problèmes de santé publique, les problèmes sociaux, les problèmes écologiques. Donc, c'est pour ça que le moment est venu de sensibiliser le maximum de personnes à la question de cette nécessité d'assurer une transition alimentaire réussie. Quel est le mode alimentaire que l'on va adopter pour, ma foi, résoudre le maximum de problèmes? Il n'y a pas suffisamment, à mon avis, de personnalité pour porter le discours nutritionnel. Le discours pour dire, voilà, il nous faut maintenant changer résoudre la question alimentaire. On ne peut pas continuer comme cela. Il faut changer pour utiliser un mot, de paradigme alimentaire. Résoudre à la fois les problèmes de santé, les questions écologiques, réserver un avenir au monde paysan, garder des liens entre ville et campagne. Bon, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas faire partie d'une politique d'ensemble. En France, par exemple, les 3/4 des surfaces agricoles sont consacrées aux productions animales. Le simple fait de passer de 30% à 15% de nos calories, 30% de calories d'origine animale à 15% de calories d'origine animale, libérerait quasiment la moitié des terres agricoles. Donc, elles seraient beaucoup plus disponibles pour produire, par exemple, des céréales. On aurait besoin de moins intensifier les cultures. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi au niveau de l'alimentation, c'est pas aussi réglementé. C'est aussi réglementé. C'est réglementé. Et maintenant, ils ne peuvent plus dire. À partir de récemment, ils ne peuvent plus dire. Mais ils montrent.
Danone, je ne sais pas pour le nommer, il va vous faire des petits dessins comme ça, des choses comme ça, qui indiquent, avec une représentation féminine, que le produit laitier, ma foi, c'est tout, quoi. Donc la représentation il y a des allégations de santé, des allégations nutritionnelles qui sont très réglementées au niveau européen. Oui. Donc l'industriel n'a plus le droit de dire ce qu'il veut sans en apporter une preuve scientifique. Donc il doit avoir fait une étude scientifique qui montre effectivement l'effet de son produit ou la teneur en certains nutriments dans son produit. Maintenant, il y a quand même tout un marketing qui essaye de jouer avec des mots qui ne sont pas réglementés et qui induisent une certaine pensée chez le consommateur, avec le packaging. Il y a beaucoup d'alimentation cuisinée où il y a pas mal de rajouts. Oui. De sel, on parle... le sel, tout le monde connaît le scandale du sel. Voilà, Oui. il y en a trop dans l'alimentation cuisinée. Pourquoi ils en mettent autant alors qu'on nous dit souvent qu'il faut manger moins salé? Mais ils sont, quand il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir. Ça fait boire. Ils sont vraiment, ils sont durs. Hein. Ils sont durs. Hein. Et ça empêche la prolifération microbienne, ça réduit l'activité de l'eau des produits et c'est un exhausteur de goût, donc c'est meilleur. Ça camoufle le reste. On peut imaginer, sans rêver, que demain, il y ait une nouvelle éthique à la fois nutritionnelle et écologique de la part du secteur agro-industriel. On a le pouvoir de dire non aux courgettes au mois de novembre. Quoi. Tomates. Des tomates, des betteraves, pas des betteraves, des pommes. C'est la saison des carottes, des betteraves, si on ne produisait, si on ne consommait plus ça, je pense que déjà ça améliorerait les choses. Si vous pensez-vous de tous les canaux bio, du marché bio, est-ce que c'est quelque chose d'efficace? Le bio, disons que c'est une démarche extrêmement importante. Visiblement, on n'arrive pas à augmenter, à atteindre les objectifs. Hein. De 20% de bio, on n'y arrive pas. Hein. Il y a aussi des dérives dans le bio industriel. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Quand on entend des choses comme vous dites, vous monsieur, au niveau du laitage et toutes ces choses-là, ça rend fou. Parce qu'on se dit qu'en fait, on nous ment tous les jours, qu'on utilise des produits qui ne sont pas du tout adaptés à ce qu'on devrait. Oui. Aujourd'hui, est-ce que continuer de donner du lait à nos enfants le matin, c'est bon? En même temps, ils sont en phase de croissance. Donc... Alors, voilà, j'ai bien dit qu'il ne fallait pas diaboliser le lait. Voilà, ni les produits laitiers. Donc, un enfant, il a 2 ans, certains réclament encore le biberon, ma foi, ça c'est le libre choix des parents. Certains disent qu'il faut supprimer le biberon, d'autres pas. C'est sûr que si vous supprimez le biberon, le bol ne va pas... il va abandonner plus facilement à l'enfant le lait s'il doit le boire au bol. Hein. Le biberon est une façon pour lui de se prolonger. Hein. Bon. Donc ça c'est le libre choix des parents, et puis c'est pas, franchement, pas de problème. Vous avez compris qu'il y a une autre façon de gérer l'écologie, de gérer l'agriculture, de gérer l'industrie, si on veut réussir cette transition alimentaire. Hein. Tout le monde sait que pour la transition énergétique, il faudra avoir des bâtiments isolés. Il faudra avoir des voitures qui consomment moins, il faudra faire des transports publics, il faut faire un certain nombre de choses de bon sens, et je ne suis pas sûr que ça suffise, mais enfin, ça permet d'aller dans la bonne direction. Pour l'alimentation, c'est la bonne chose. Donc, c'est la même chose. Donc, il faudra produire autrement, transformer autrement, et la question aussi se pose maintenant sur gérer la santé autrement. Alors la santé, ça se gère comment? Ah bien, il y a des aléas, nous sommes d'accord, on ne va pas... Mais la santé, les piliers de la santé, les 4 piliers de la santé, c'est l'alimentation. Comment voulez-vous qu'un organisme fonctionne bien s'il ne reçoit pas un optimum de nutriments et de micronutriments? Donc vous savez qu'il y a des calories d'un côté, donc doivent être équilibrées, mais il y a aussi tout le reste, c'est-à-dire des minéraux, des vitamines, des antioxydants, des micro-constituants, donc une très grande complexité. Donc il faut que nos cellules, nos organes
reçoivent une alimentation extrêmement bien équilibrée, qui amène les nutriments et les micronutriments dont on a besoin. Alors, non seulement cette alimentation nous est nécessaire, mais elle est, je vais dire, globale. Elle concerne toute la vie et la prévention de toutes les pathologies. On dit la prévention, ça commence à la conception, durant la grossesse, durant l'allaitement, chez la personne, toute la vie, on doit alimenter notre corps comme il faut. L'autre pilier de la santé, c'est bouger. C'est pas possible de bien se porter si on ne bouge pas. C'est pas possible. C'est pas seulement faire du jogging. L'autre, la santé aussi, c'est l'environnement. Parce que si on a la pollution, il n'y a pas que l'amiante ou le tabac ou l'alcool. Il y a plein de choses qui fait que si on s'expose, on va effectivement le payer au niveau de notre corps. Bon, puis je pourrais rajouter aussi que la santé, c'est également la santé mentale, mais que tout est lié. Mais bon, autrement dit, la santé, ça se gère. Comment rendre l'alimentation bio et saine aussi attractive qu'un McDonald's? Pourquoi les jeunes se précipitent là-dedans et en plus obligent leurs parents d'y aller? L'enfance questionne beaucoup, quand on voit les petits-enfants, ça questionne beaucoup. Bon. L'innocence même, c'est au niveau de la diversification alimentaire. L'enfant, quasiment, il va avaler n'importe quoi. Évidemment, on voit que la dérive des comportements alimentaires est possible. Elle existe déjà dans l'espèce animale. Vous avez des chats qui ne sont plus capables de manger autre chose que leurs croquettes. Je pense que vouloir apprendre la santé à un enfant, il s'en fout complètement, parce qu'il a l'impression d'être éternel. Jusqu'à 20 ans, on est un peu largement des jeunes cons, à savoir que ce n'est pas notre problème. C'est pas notre problème, la santé n'est pas le problème de la jeune de 20 ans, et surtout d'un enfant. Par contre, les enfants, ils veulent sauver la planète. Les enfants sont très sensibles à la nature. Et donc, déjà, si on veut réussir une transition alimentaire, il faudrait pouvoir, ça nécessite de se mettre autour d'une table avec ces messieurs de l'éducation nationale, il faudrait déjà pouvoir comment faire un enseignement très digéré, très clair, sur cette question d'une alimentation bonne pour la nature et bonne pour l'homme. Il faut te dire, voilà, c'est important de réussir cette transition alimentaire, de cesser les dérives productivistes, les dérives industrielles, pour faire quelque chose qui est valable sur le plan éthique, sur le plan global. On doit respecter la nature, on doit se respecter nous-mêmes, c'est-à-dire ne pas mettre n'importe quoi dans notre corps. Un repas doit toujours commencer par des crudités. Toutes sortes de crudités. Tout peut aller à la crudité. Vous pouvez avoir les roquettes, les salades, les carottes râpées, les betteraves râpées, enfin, tout ce que vous pouvez sous la main. Vous le râpez, vous le mettez avec des feuilles, des racines, vous l'assaisonnez avec des choses pas grasses, des huiles vierges, du citron, du vinaigre. Donc, on commence le repas par une crudité. Et si vous n'avez pas de crudité, à ce moment-là, vous mangez carrément une pomme ou je ne sais pas quoi. Mais on commence le repas par une crudité. Ce n'est pas pour des histoires de bizarrerie, c'est simplement par rapport à la faim. Parce qu'au début du repas, vous avez faim. Ça coupe la faim. C'est pas ça que ça coupe, c'est que vous allez la consommer avec plaisir. D'accord ? Commencez votre repas par la crudité. Vous le continuez par un plat ternaire. Un plat ternaire doit comporter des légumes ou des fruits et légumes, c'est parce qu'il y a des fruits qui servent aussi de légumes, du féculent, donc du riz, des pâtes, des patates, ce que vous voudrez, toutes sortes de ragoûts, de mélanges, tout ce que vous pouvez imaginer en cuisine, la viande en quantité modérée pour
ses apports nutritionnels et pour donner du goût au plat, mais c'est un plat ternaire, c'est le plat principal. Et l'humanité, dans l'ensemble, vit avec un plat ternaire, c'est-à-dire un plat où il y a un ensemble. Hein. Donc vous avez les crudités, le plat ternaire. La sortie, elle est, j'allais dire, presque dérisoire. Libre. Pas obligatoire de produits laitiers, pas obligatoire de manger autre chose. Si vous le voulez, si vous avez fait un plat foutif, si vous avez fait n'importe quoi, vous faites-vous plaisir. Mais ce n'est plus une obligation. À partir du moment où vous avez réellement à la crudité, le plat ternaire, avec les 3 composantes, vous avez déjà beaucoup. Ensuite, vous pouvez effectivement améliorer l'ordinaire, faire des petits plats, mijoter ce que vous voudrez, mais la base de l'alimentation, c'est ça. Hein. L'ordinaire de l'alimentation. Voilà. La quotidienneté de l'alimentation. Jamais de repas sans fromage. Sans